Europe 1. Et c'est l'heure de l'entretien avec vous, Sonia Mabrouk. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour, professeur Lejoyeux. Bonjour. La crise des hôpitaux n'épargne pas l'hôpital où vous exercez, l'hôpital Bichat à Paris. Partout, professeur, c'est le même constat, décrivant un personnel soignant souvent exténué et surtout déconsidéré. Il y a bien sûr la rémunération, mais est-ce que la perte de sens est l'un des facteurs de cette crise structurelle ? Bien sûr, c'est comme si on était dans une sorte de panique permanente, avec de plus en plus de patients qui viennent nous voir, qui ont besoin de nous, et de moins en moins de personnes en face, par des questions de crise de vocation, par les questions effectivement d'attractivité, pour y répondre. Et puis ce que je vois moi au quotidien dans les urgences, c'est que on vient plus aux urgences maintenant pour une grippette, pour un petit état d'âme. Les patients, notamment les jeunes patients qui viennent aux urgences, sont suicidaires, vont mal. Donc là aussi, à tous les niveaux, les indicateurs sont au rouge. De plus en plus de patients, de plus en plus graves, et avec en face des soignants évidemment motivés, mais en difficulté pour y répondre. On parle, professeur Lejoyeux, de taux d'occupation des lits, de durée moyenne de séjour, de taux d'ambulatoire, d'index de performance. Mais où est l'humain ? Où est l'humain dans cette jungle bureaucratique et financiarisée aujourd'hui ? Bien sûr que c'est compliqué. Il n'est pas scandaleux qu'on évalue les aspects économiques d'un hôpital. Mais vous savez, l'humain, il est dans la difficulté. Moi, ce que je vois avec mes soignants, c'est justement la gravité des situations, le niveau d'identification qu'ils ont à des jeunes suicidaires, à des jeunes qui disent « je n'ai plus d'avenir, ma vie est bouchée ». L'humain, vous savez, c'est ça la médecine, c'est la rencontre entre un humain qui souffre et un humain qui essaye d'écouter. Donc, bien sûr qu'il faut un peu d'évaluation, mais il faut surtout protéger nos soignants et surtout leur donner des conditions matérielles pour qu'ils puissent continuer. Matériel et peut-être même spirituel, disent certains. Il y a quelques jours, je recevais le professeur Michael Perromort qui nous disait que c'est la logique comptable, managériale qui a finalement pris le dessus, que c'était les tableaux Excel qui commandaient les hôpitaux. Est-ce que c'est vraiment la réalité aujourd'hui ? Moi, j'adorerais que cette logique comptable s'applique au personnel, qu'on ait suffisamment de personnel. Alors, évidemment, il y a ce sujet de la gestion, mais n'oublions pas aussi que dans un certain nombre de cas, on a des ressources, mais pas forcément de personnes en face pour les occuper. Pourquoi on a l'impression, professeur Lejoyeux, que rien ne change ou presque rien, alors que ça fait des années qu'on entend ce discours, ce cri d'alerte et d'alarme ? Pourquoi ? Probablement parce que au moment de la pandémie, on s'est mobilisé collectivement pour la santé. On a tous fait de la santé une priorité. On voit bien que le virus diminue, mais la question de la santé doit rester prioritaire. Idéalement, si on faisait un rêve, ce serait qu'aujourd'hui, le pays, la population reste aussi motivée sur le soin, sur les soignants, qu'elle l'était quand elle applaudissait, vous savez, à 8 heures, les soignants. Donc, nos problèmes n'ont pas disparu et les difficultés n'ont pas disparu parce que les taux de contamination par le Covid diminuent. Alors, face à ces problèmes, face à cette situation, Michel Lejoyeux, vous préconisez plus largement, et j'en viens à votre livre, les préceptes de Montaigne. C'est assez étonnant. En quoi, dites-nous, un philosophe, fut-il un philosophe majeur comme Montaigne, peut-il nous aider aujourd'hui et surtout aussi aider le psychiatre que vous êtes ? Vous savez, j'ai eu l'impression qu'avec un grand nombre de siècles, il est du XVIe siècle, Montaigne d'avance, il faisait exactement le même métier que moi. Je ne l'ai pas lu comme un philosophe, je l'ai lu vraiment comme un médecin. Avec tous ses états d'âme, il fait quoi ? Il fait 3 choses. 1, il propose des bonnes croyances. Oui, on parlait des soignants. Se croire en difficulté, c'est aussi une manière de ressentir davantage de difficultés. Montaigne dit, comment est-ce qu'on est courageux quand on se croit courageux ? Se croire courageux, c'est déjà l'être. Deuxièmement, il propose des bons comportements, l'alimentation, des choses dont on va parler très quotidiennes. Puis troisième chose, il n'est pas face à un être idéal. On a tous nos défauts, on a tous nos faiblesses, nos moments de moins bien. Montaigne nous dit, venez comme vous êtes avec vos défauts. Attendez, je suis interpellée, professeur, et probablement que nos auditeurs également. Montaigne, médecin, mais il n'aimait pas la médecine violente de l'époque. Il avait de multiples maladies et une santé exécrable. Et pourtant, il vous inspire dans ce domaine. Oui, parce que justement, il s'est bricolé une méthode tout seul, sans théorie, sans grands appareils, et qui finalement est une méthode qui inspire complètement la médecine d'aujourd'hui. Et tout mon bouquin, c'est aussi un rapprochement avec des choses très concrètes d'aujourd'hui, et les études sur la biologie du cerveau lui donnent toujours raison. Ça, on va le détailler, c'est assez impressionnant. Et dans votre livre, professeur Lejoyeux, vous accompagnez une patiente fictive, Marie, dans
une sorte de voyage à travers les essais de Montaigne, un voyage sous forme d'une promenade de santé, si je puis dire, une montaignothérapie. Est-ce qu'on pourrait le dire ainsi? On peut exactement le dire comme ça. Montaigne, c'est vraiment, avec ma lecture, qui n'est pas une lecture de philosophe, mais qui est vraiment une lecture de médecin, c'est vraiment une méthode de santé avec des conseils très simples que je donne à Marie, que je donne aussi à d'autres, heureusement, et dont il serait vraiment dommage de se priver. Des conseils simples, mais pas simplistes. Par exemple, Montaigne disait se croire brave, c'est être brave. Ça veut dire qu'à l'inverse, eh bien, se croire fragile, c'est l'être. Oui, ça veut dire que nous avons en nous ce qu'on appelle des pensées automatiques, des fausses croyances qu'on peut corriger. Et comment est-ce que Montaigne les corrige? En nous racontant des histoires. C'est aussi un peu ça qu'on fait dans le cadre d'une thérapie. Il y a aussi quelque chose qui fait du bien et que j'ai constaté dans ce livre, c'est que dans une époque, professeur Le Joyeux, on a connu, vous avez parlé tout à l'heure de la pandémie, des médecins parfois un peu autoritaires, qui pour certains ont voulu nous enfermer longtemps pour cause de Covid. Eh bien, Montaigne, il ne nous donne pas de leçons. Non, Montaigne nous donne des doutes et surtout personnalise, parle de lui, et c'est en parlant de lui qu'il construit sa méthode. Il dit, moi je m'en suis servi. Vous savez, il y a cet exemple formidable de l'amitié. Il dit, moi, ce qui change ma vie, ce qui change la couleur de ma vie, c'est ma relation avec Étienne de la Boétie. Parce que c'était lui, parce que c'était moi. Nos deux cœurs sont cousus, ils sont tellement cousus qu'on ne voit pas la couture. Et aujourd'hui encore, il y a des études, par exemple des études coréennes qui viennent de sortir, qui montrent que plus on a un vrai ami, plus on passe du temps avec un vrai ami, ça peut être un temps, vous voyez, dans les temps un peu, les week-ends, les temps un peu fériés, passons du temps avec un vrai ami, faisons l'amitié plutôt que de multiplier des temps avec uniquement des relations superficielles. Vous dites que ce bon ami, ce bel ami, cet ami vrai, authentique, c'est un accélérateur de résilience. Oui, il va même plus loin. Il dit ce meilleur ami. Vous imaginez si on osait, en prenant la liste de nos relations, se dire lequel ou laquelle est notre meilleur ami. Et en plus, il nous donne des indices très précis pour le reconnaître. 1, il nous contredit. Il n'est pas toujours d'accord avec nous. 2, il ne nous raconte pas que des réussites. Il nous raconte aussi ses échecs et ses galères. Et 3, il n'essaie pas de nous enfumer, j'allais dire, avec un langage trop compliqué. Oui, Montaigne, à la fois, nous donne le mode d'emploi pour vivre cette amitié et pour reconnaître le vrai ami. Alors on va poursuivre avec des exemples précis. Montaigne disait aussi, si vous avez le choix entre faire un exercice spirituel ou uniquement un exercice corporel, faites uniquement l'exercice corporel, cela fera du bien à l'esprit, l'inverse n'est pas sûr. Vous êtes adepte de cela aussi? Absolument, et la médecine moderne montre que l'activité physique, et Montaigne explique comment le faire, et je recite dans le livre toutes les études qui montrent les bienfaits de l'activité physique, montrent que par exemple, 6 minutes de marche, et on peut le faire ce matin, on va marcher rapidement pendant 6 minutes, on augmente de 10% son niveau de bien-être. Puis on n'oublie pas après l'alimentation. Montaigne prônait la bonne chair, une alimentation qui nous plaît. Et j'ai trouvé pour le livre une étude très récente, très étonnante, qui montre que celles et ceux, dans une revue très sérieuse, que celles et ceux qui mangent 20 grammes de champignons par jour ont 10% de moins de dépression. C'est pas une causalité, vous n'allez pas sauter de bonheur en mangeant des champignons, mais ça nous montre que des aliments anti-inflammatoires, antioxydants, sains, vont avoir un effet sur le corps et sur l'esprit. Donc, l'alimentation, l'activité physique, c'est aujourd'hui un peu la modernité de cette approche corps-esprit. Mais à vous écouter ce matin, professeur Le Joyeux, on a l'impression que Montaigne serait une sorte de vaccin idéal contre nos angoisses, notre tristesse et certaines de nos maladies mentales même. Vous, le psychiatre, vous diriez cela? Sur les maladies mentales, certainement pas. J'adorerais cette idée si je pouvais prescrire la lecture de Montaigne aux grandes maladies mentales, mais sur la tristesse, oui. Montaigne dit quelque chose de formidable sur la tristesse. Il dit une chose que j'ai toujours envie de dire en consultation. Il ne faut pas aimer sa tristesse. Et il fait la différence entre deux choses. Ce qu'on appelle le grand chagrin, l'effondrement dépressif que nous traitons, que nous soignons. Et la tristesse dans laquelle certaines personnes s'installent. Et il donne des conseils très précis qui sont ceux des thérapies modernes. Je ne me fais pas un musée de tristesse. Je ne fais pas mes images tristes, mes idées tristes. 2, je considère la tristesse comme une voix étrangère à ma pensée. 3, j'accepte de dire que quand je suis triste, peut-être que je me trompe. Vous avez commencé cette réponse, ça m'a interpellé, professeur Le Joyeux, en disant « j'aurais aimé le dire lors de mes consultations ».
ce que vient de dire Montaigne là sur ce que vous avez relevé sur la tristesse. Pourquoi vous ne le dites pas à vos patients? Parce que chez quelqu'un qui est triste, il faut lui faire accepter doucement cette idée qu'il se trompe dans sa tristesse. Si le premier contact, vous savez, il y a un temps d'habituation. Si à chaque fois que quelqu'un rentre dans mon bureau et en me disant qu'il est triste, je lui dis vous vous trompez, il risque de repartir assez vite. Il y a aussi ça chez Montaigne, c'est-à-dire le respect, quelque chose d'un humanisme et du respect de l'autre. Humanisme, et puis Montaigne est un savant génial qui va s'auto-traiter. Il va construire une sorte, professeur de trousse de santé et de sérénité. Il avait conscience de ce qu'il construisait à l'époque? Alors, il avait conscience de quelque chose qui est très radicalement opposé à des tas de théories psychologiques, qui est qu'on a le droit de se distraire plutôt que de comprendre le sens profond de sa tristesse. Vous voyez, c'est très choquant. Montaigne parlait de son arrière-boutique. Moi, je parle de comment on construit sa trousse de distraction. Oui, mais pardonnez-moi, il faut très bien se connaître, il faut avoir une connaissance de soi très approfondie pour cela. Oui, mais il faut aussi accepter l'idée qu'on a le droit de se distraire. Il prend l'exemple, si vous devez traverser un pont très élevé, qui vous fait peur, si vous regardez trop en bas, vous allez avoir le vertige. Si vous vous distrayez, vous le traverserez. Donc on a besoin de musique, de quelques phrases de sagesse, hein, et Montaigne en donne en permanence. Nous allons chercher des choses très lointaines, c'est la fin des essais, parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Quelques phrases de sagesse, quelques musiques, et pas de culpabilité à se distraire, même quand la situation est difficile. Chaque conseil de Montaigne est à rapprocher, et c'est ça qui est quand même édifiant au professeur Lejoyeux, est à rapprocher de données neurobiologique actuelle et moderne. Alors là, expliquez à nos auditeurs comment est-ce possible, comment ces essais de Montaigne écrits à l'époque peuvent aujourd'hui être rapprochés de données neurobiologiques et de grandes revues que vous avez citées. Sur l'alimentation, c'est évident. Par exemple, Montaigne dit il faut un petit temps de connexion avec la nature. Il adore discuter avec son chat. Il dit quand je parle avec mon chat, je ne le comprends pas, mais c'est peut-être moi qui ne comprends pas sa langue, plutôt que l'inverse. Oui, ce petit temps, quand je marche, je marche. Quand je me promène, je me promène. Et que montrent les données récentes? C'est que quand on a un temps de connexion avec la nature, un temps de pleine conscience, on modifie ses neuromédiateurs, on modifie son fonctionnement cérébral et on va bien. Donc on va pas bien naturellement, on va bien avec une série de petites expériences, et c'est prouvé à la fois sur les données épidémiologiques et sur ce qui est de la neuroimagerie. Donc Montaigne n'avait pas de neuroimagerie évidemment à l'époque, mais ces techniques, on pourrait en tester l'effet sur le cerveau. Fascinant. Et j'en reviens à ce dont vous parlez tout à l'heure, l'amitié. Alors c'est un pan, un domaine essentiel dans la vie et l'œuvre de Montaigne. Vous avez cité cette phrase célébrissime, parce que c'était lui, parce que c'était moi, sur une amitié extraordinaire avec la Boétie. Et en quoi, eh bien ça recoupe avec des conclusions récentes. Il y a des études aujourd'hui qui le prouvent. Il y a des études, citées, oui. Une étude coréenne qui montre que plus vous avez de contacts superficiels, plus finalement vous êtes en situation de fragilité. Expliquez nos contacts superficiels. Imaginons que j'ai plein d'amis, mais sur les réseaux sociaux. C'est ça que vous appelez ces contacts superficiels? Par exemple, et ceux-là, vous savez qu'ils peuvent ils comptent pour du vent pour vous. Non seulement ils comptent pour du vent, mais ils peuvent se retourner très vite. Vous dites une phrase qui n'est pas forcément la bonne, et vous le savez à quel point avec les politiques, c'est vrai. Et immédiatement, vous n'allez plus être leur ami, vous allez devenir leur ennemi. Par contre, le meilleur ami, celui à qui on peut se confier, celui-là, on n'y passe pas assez de temps. Et plus on va passer, mais c'est quelque chose de très concret, vous voyez, plus on va passer du temps, des minutes, des heures, de l'attention avec lui, plus on renforce son estime de soi et son image de soi. Vous nous faites beaucoup réfléchir ce matin, il y a une introspection, je pense qu'on pense tous à ce bon ami. En tous les cas, professeur, on aimerait bien avoir un ami comme vous. On sait qu'avec vous, l'amitié rimerait avec bonne santé, et puis on se connaît, on peut le dire à nos auditeurs depuis longtemps. Quel est votre secret, professeur, pour garder ce sourire ce matin dans les studios, malgré la difficulté, et parfois c'est abyssal, ce que vous vivez en tant que psychiatre, ce que vous voyez, ce que vous soignez. Comment on fait? Ouais, peut-être en se disant au fond que, vous savez, c'est cette phrase d'Alain, le pessimisme est de nature, l'optimisme est de combat. On peut naturellement sombrer dans le pessimisme et tout nous y incite, et l'information dont vous faites l'écho tellement bien, et ça nous incite qu'au pessimisme, mais on peut
par des expériences, par des petits moments, reconstruire une sorte d'optimisme. C'est-à-dire que l'optimisme, il n'est pas naturel. Il est vraiment à entretenir et à construire. Alors construisons-le et vive le combat optimiste. Merci, professeur Michel Joyeux. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Je cite votre ouvrage « En bonne santé avec Montaigne » chez Robert Laffont. Esprit sain, corps sain, la meilleure des méthodes avec vous. Très bonne journée, professeur. Merci.